ce que ce que j'ai trouvé précieux dans ce livre, c'est la mobilisation de beaucoup de matières d'archives et notamment d'écrits privés, de correspondance, mais aussi de mobiliser des textes qui sont pour certains parus à titre posthume, comme Le Premier Homme, et donc l'intérêt aussi d'apporter un regard nouveau et un éclairage en mobilisant des textes qu'on a peut-être parfois un peu oublié. En tout cas, je parle dans le champ médiatique, peut-être un peu moins dans le champ universitaire chez les spécialistes, mais surtout dans le champ médiatique. Donc, en tout cas, je laisse la parole à Olivier et puis on continuera la discussion tous les trois. Ah, ah, merci Sarah. Puis je voulais aussi, on m'entend, je voulais aussi remercier le CAREF de m'avoir invité, de Marcaz Review aussi, pour cette organisation, pour cette invitation qui me touche beaucoup, et à tout le monde pour d'être venu ce soir. Alors je vais commencer avec une citation de Jean Paulhan, qui, pour ceux qui ne le savent pas, bon, écrivain français, éminence grise de la NRF, que je mets en exergue de ce petit livre. Et c'est Jean Paulhan, nous sommes en janvier 1960, juste après la mort d'Albert Camus. Et Gallimard décide, il faut faire une... Ah ben, on m'entend pas, alors est-ce que je... Il est remonté, je dois parler comme ça, c'est ça? Ah oui, comme une rockstar. Bon, alors, Camus est mort en janvier 1960. Gallimard décide de faire un numéro spécial, un numéro d'hommage pour ce grand auteur. Jean Paulhan se charge de recruter des volontaires. Il y en a peu. Il écrit à Jean Guéhenno. Et selon mes souvenirs, oui, c'est difficile d'avoir des gens qui vont écrire pour célébrer cet auteur. Jean Paulhan écrit donc à Jean Guéhenno, il lui dit, j'ouvre les guillemets, il faut avouer entre nous que je n'y vois pas très clair. Oui, Camus était religieux, mais sans foi. Moraliste, mais sans philosophie. Écrivain, mais sans style. Alors, pourquoi est-il sorti de tous ces manques un littérateur célèbre? Tu me diras que Saint-Exupéry, déjà, je ferme les guillemets. Alors, c'est aussi pour tenter de répondre à cette question que se pose Jean Guéhenno, que se pose, pardon, Jean Paulhan, euh, que j'ai écrit ce livre. Pourquoi? Pourquoi cette stature? Pourquoi est-ce que Camus est un personnage si immense dans nos imaginaires et dans le panthéon de la littérature française? Pourquoi est-ce que Camus est, selon l'expression de Pascal Piat, un saint laïque? Euh, alors, je reviens aussi au titre de cette conférence. Je vais essayer de parler, de poser le livre en même temps. Euh, et le titre de cette conférence, si je ne m'abuse, c'est Démystifier Camus. Alors j'ai une petite formation universitaire. Quand on parle de démystifier, on parle de dépouiller quelque chose de son caractère trompeusement embellissant, en montrant ce qu'il est réellement. Si on démystifie quelqu'un, par contre, on lui montre on lui montre la réalité telle qu'elle est, et on l'arrache à sa crédulité, causée par une tromperie collective, généralement embellissante. Mais en fait, je pense qu'il s'agit plutôt de démythifier. Démythifier, c'est débarrasser un personnage de ses aspects mythiques qui voilent une réalité sous-jacente. Donc moi, je dirais, au risque de paraître pédant, on parle peut-être de démythifier Camus. Alors, voyons voir. Je tourne la page. Donc ici, il s'agirait de dévoiler une réalité sous-jacente. Je me répète, et c'est démythifier Camus et une certaine France. Alors, pour ce faire, je me suis proposé plusieurs étapes. D'abord, resituer Camus dans l'histoire de l'occupation française de l'Algérie, qui est, à, à ma façon de voir, scandaleusement méconnue. C'est la toile de fond indispensable, encore une fois, à ma façon de voir, pour comprendre d'où vient Camus, à quelle période il appartient, quel est son milieu, j'allais dire, historique. Et en seconde partie, l'histoire de Camus par rapport au colonialisme,
Alors là, je me jette sur la page 19 de mon livre et il y a une citation qui, je pense, est relativement emblématique de la perspective du point de vue du jeune Albert Camus par rapport au colonialisme. J'ouvre la guillemets, c'est dans un article qui s'appelle Le progrès du nationalisme algérien, lettres d'Alger. Ouvrez les guillemets, la montée du nationalisme algérien s'accomplit sur les persécutions dont on le poursuit. Il n'aura plus de raison d'être, au contraire, quand l'injustice disparaîtra de ce pays. Il s'agit donc de créer un colonialisme à visage humain, juste, qui empêcherait donc des velléités indépendantistes de la part des Algériens. Donc Camus n'est pas anticolonialiste, il est pour une réforme du colonialisme. Réforme possible ou impossible, ça c'est aux spectateurs de juger. Mais c'est important parce que c'est un rectificatif crucial. Pourquoi est-ce que j'ai commencé à écrire sur Camus? Parce que dans les milieux universitaires américains, états-uniens que je fréquentais, c'était une doxa que Camus était anticolonialiste. Et donc ça, c'était très curieux. Ça m'a posé un vrai problème qu'on puisse dire quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qui sous-tend ce désir de faire de Camus un héros et de représenter des positions qu'il n'avait pas. Troisième partie. Alors, troisième partie, son œuvre. Et son œuvre, c'est aussi en lien avec, évidemment, le colonialisme. Alors, comme l'a expliqué Sarah, beaucoup de personnes ont écrit de façon critique sur la représentation coloniale dans la fiction de Camus. Il y a Conor Cruise O'Brien, il y a Edward Said, et beaucoup plus récemment. J'ai envie de parler d'un exemple tout de suite assez rapidement. Si je peux Donc, en fait, laissez-moi revenir en arrière. Deuxième partie, alors ça rentre et ça sort ici, le son. N'hésitez pas à me dire si vous ne m'entendez pas du tout. Euh, Par rapport au colonialisme, Camus s'engage pour un projet de loi qui s'appelle le projet de loi Violette, plus tard rebaptisé le projet de loi Bloom-Violette. C'est très important, ce background. Alors peut-être que ça semble fastidieux. Dans le livre, je parle de l'histoire de la colonisation, de l'invasion, de l'occupation de l'Algérie par la France, qui commence en 1830 et se termine en 62. C'est important d'en parler parce que pour moi, c'est sine qua non pour comprendre Camus. Euh, et, 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 et là aussi, je pense que c'est aussi une des grandes lacunes de l'éducation française. Euh, c'est qu'on ne parle très peu. Alors apparemment, l'histoire de ce qu'on appelle encore en France la guerre d'Algérie, déjà le terme est problématique, est au programme cette année. Il faut encore voir comment on l'enseigne. Donc je reviens sur le projet Bloom-Violette. C'est un projet, donc le gouverneur Violette veut aussi une réforme. Le gouverneur Violette a été gouverneur de l'Algérie pendant la guerre du Rif. Et donc il y a cette peur de la contagion, parce que les Marocains, ils donnent du fil à retordre à Abdel el-Krim, à la France, à l'Espagne. Et donc, l'idée, c'est on va proposer un compromis. Et le compromis, c'est ce projet qui va donner des droits civiques à une infime minorité d'Algériens. On parle de quelques pourcents, un ou deux. Mais ça serait, alors c'est la carte, c'est le joker typique des puissances coloniales. On essaye de créer une élite qui va être au service de la puissance coloniale. Et donc Camus milite pour cette loi, pour qu'elle devienne loi. Et ça ne marche pas. Et il fait des mises en garde. Et ces mises en garde, c'est si on ne cède rien, il y aura l'indépendance. Camus connaît l'Algérie. Et il a un sens politique extrêmement aiguisé. Il s'en sert pour faire tout ce qu'il peut faire de la manière la plus intelligente qu'il conçoit, de garder l'Algérie dans le giron de la France. C'est une position, encore une fois, alors là, donc, je me répète, donc c'est une position qui est ce qu'elle est. Alors, ce projet de loi échoue. Il y a un moment de désillusion chez Camus à ce moment-là, des désillusions sentimentales aussi, mais il faut aussi voir des désillusions fortes par rapport à son parcours professionnel. C'est quelqu'un qui a fait des études poussées et à cause de sa condition physique, l'éducation nationale lui dit, en fait, non, vous avez fait toutes ces études, mais on ne veut pas de vous.
Donc il y a un moment où je pense qu'il y a un choc psychologique dans la vie de Camus, des vraies difficultés. Euh, alors, la troisième partie dont j'allais parler, c'est son œuvre et le colonialisme dans son œuvre. Alors, que choisir? Je vais prendre deux exemples. Je vais prendre l'étranger. Et là, j'ai une dette envers Alain Ruscio, qui cite dans son livre, dans un de ses articles sur Camus, quelque chose dont je ne me suis pas du tout rendu compte, auquel je n'ai pas pensé, mais que finalement, le scénario de l'étranger, mais c'est une fable, parce que c'est quand même l'idée qu'un colon tue euh, un arabe et qui va être mis aux assises et peut-être condamné à mort, et effectivement condamné à mort. Mais alors, combien de fois est-ce qu'un Algérien pardon, est-ce qu'un colon a été condamné à mort pour avoir tué un Algérien sous l'occupation française? Combien de fois? Bah, autant demander combien de fois un aristocrate français a été exécuté sous l'Ancien Régime pour avoir tué un paysan? Aucune fois, bien sûr. Mais ça, c'est la trame, c'est la narration de l'étranger. Donc, on est sous l'illusion qu'il y a un système de justice qui pourrait faire cela. Donc ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres qui sont dans le livre. Et effectivement, le fait qu'aucun personnage algérien n'a de nom, que finalement, c'est l'histoire d'un règlement de compte. C'est l'histoire d'un maquereau qui tente de prostituer une jeune femme arabe, et qui refuse, il la bat. Le héros, l'anti-héros Meursault, procure un faux témoignage pour défendre le maquereau. Il y a un règlement de compte sur une plage, une bataille, etc. Mais d'une certaine façon, on pourrait penser qu'il y a une très forte symbolique ici. Cette femme qui refuse d'être prostituée par un colon qui s'appelle Raymond Sintès. Sintès, c'est le nom de jeune fille des Camus, de la famille Camus, si je ne m'abuse, donc de la mère de Camus. Donc il y a toute une symbolique ici qui est très forte. La peste aussi. Je vais vous lire, je vais vous infliger ça. Le passage dans la peste que tout le monde communément, et certainement Camus lui-même, voit comme une allégorie de l'occupation allemande. Alors on transforme un phénomène historique en virus. On peut aussi regarder ça d'une façon différente. Moi, je propose une autre interprétation. Donc le roman La peste se conclut avec l'éradication temporaire de la peste. C'est-à-dire, donc je me lis, le roman se conclut avec une mise en garde aux colons. Le docteur Rieux regarde, incrédule, les festivités qui célèbrent la fin de l'épidémie. Il se doute bien que la peste reviendra, que cette victoire n'est que temporaire, comme une jacquerie dont la répression n'en empêchera pas d'autres de réapparaître de plus en plus fréquemment, avec de plus en plus de force, jusqu'à changer le cours de l'histoire humaine. Je cite la fin de la peste. Rieux se souvenait que cette allégresse, donc la joie de la foule, parce que la peste est temporairement vaincue, était toujours menacée, car il savait que cette foule en joie ignorait excusez-moi, car il savait ce que cette foule en joie ignorait et qu'on peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi, qu'il attend patiemment dans les chambres, les caves, et que peut-être un jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ces rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. Je ferme les guillemets. Cette foule heureuse est censée faire référence à celle de la libération, pourrait tout aussi bien être celle des Européens d'Algérie, qui célébra à Alger en grande pompe l'anniversaire du centenaire de l'invasion en 1930. Notons également la quasi-certitude du retour de la peste, un retour qu'on peut lire dans les livres. La référence au savoir confirme donc les pires craintes des colons. L'histoire à venir sera hegelienne. Elle sera le triomphe inéluctable des opprimés, des esclaves sur leurs maîtres. Je continue. Alors, ici, d'une certaine façon, alors, j'essaie de me retrouver. On a cette troisième partie. Euh, alors après, avec la guerre d'indépendance du peuple algérien, le peuple, parce que évidemment, dans la peste, il y a aucun Algérien. C'est complètement évacué. Mais ce n'est plus le cas dans le premier homme. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'avec la guerre d'indépendance du peuple algérien, c'est impossible à évacuer. C'est-à-dire qu'il existe,
par la violence, la menace de la violence, et c'est l'aboutissement en littérature de la théorie fanonienne, qui est une variation de la théorie maître-esclave de Hegel, qui fait on existe par rapport aux colonisateurs grâce à une contre-violence libératrice. Et ici, donc, dans le texte, apparaissent ceux qui furent si longtemps ignorés dans la fiction de Camus, et ça devient une peur immense. Alors, ici, il y a des notes qu'on a retrouvées dans la voiture de Camus le jour de l'accident ou le lendemain, et c'est des notes pour le premier homme. Je vous lis le paragraphe introductif et je vous lis ces notes qui valent le détour, je pense. C'est souvent par le rêve que se manifeste une prise de conscience involontaire des peuples exploités. Pour Cormery, c'est donc le narrateur du premier homme, le cauchemar est l'aveu inconscient d'une conception du monde organisée par des divisions ethniques, nationales, chromatiques, qui font des aspirations à l'indépendance une menace mortelle pour les Européens. Le rêve de Cormery, héros du premier homme, annonce le fantasme identitaire qui ne peut concevoir la souveraineté des peuples colonisés que comme un asservissement futur de l'Europe. J'ouvre les guillemets. Il rêve dans la sieste. Demain, 600 millions de jaunes, des milliards de jaunes, des noirs, des basanés, déferleraient sur le cap de l'Europe et, au mieux, la convertiraient. Alors, tout ce qu'on avait appris, à lui et à tous ceux qui lui ressemblaient, tous ceux qui l'avaient appris aussi, de ce jour, les hommes de sa race, toutes les valeurs, pourquoi il a vécu, mourraient d'inutilité. Donc il y a cette angoisse ici. C'est un peu comme le terme cancel. On me dit, vous voulez canceler Camus. Mais c'est indicatif de quoi? D'une conception, qu'on conçoit une histoire critique du colonialisme et d'une hégémonie historique sur toutes sortes de vécus comme une menace mortelle. Alors, ce Camus, malgré lui, malgré ce qu'il écrit, on le transforme. Ici, on n'en vient non plus à l'analyse du contexte historique, la toile de fond de Camus, mais à celle de nos codes interprétatifs, aux enjeux qui poussent à la récupération à des fins idéologiques pour faire de Camus ce qu'il n'était pas. Prenons l'exemple de la peine de mort, par exemple. Alors, je passe à la page 116. Excusez-moi, ces interludes, j'ai l'impression d'être dans un film des Marx Brothers. Groucho, il se parle à lui-même au milieu du film. Donc, c'est un de mes héros, je suppose. Enfin bref, non, parce qu'après, je ne veux pas canceller Groucho. Ce point de vue est un fil conducteur de la préface. Alors, excusez-moi, je parle donc ici d'un livre publié par Ève Mauricy, je prononce peut-être mal le prénom, avec une préface de Badinter. C'est la préface de Badinter qui intéresse, parce que la peine de mort, c'est le grand sujet préféré des humanistes. Et donc ici, et Badinter nous dit ainsi, jusqu'au terme brutal et prématuré de son existence terrestre, Albert Camus n'a jamais cessé de combattre la peine de mort. On peut également y lire une comparaison aussi élogieuse qu'imprécise. Comme Victor Hugo, cette lutte est un fil d'or qui court tout au long de la trame de sa vie, avec un écho à Onfray qui dit que Camus a été anticolonialiste du début jusqu'à la fin de sa vie. C'est démenti par les paroles de Camus lui-même, qui pense que l'indépendance algérienne est une formule passionnelle. Dans cette préface, donc on revient à Badinter, sans doute plus problématique que l'omission des prises de position publiques de Camus au cours de l'année 44, qui était donc à ce moment-là en 44, pour une grande partie de 44, pour la peine de mort, il nous est affirmé que Camus aurait, de manière systématique, répondu favorablement aux sollicitations de Gisèle Halimi et d'autres qui cherchaient un soutien à des demandes de grâce pour les militants du FLN pendant la guerre d'indépendance par, j'ouvre la citation, des lettres et des démarches auprès du président de la République René Coty ou du président du Conseil Guy Mollet. Je ferme la citation. Pourtant, dans certains cas de figure, Camus refusera d'intervenir en vue d'empêcher l'exécution d'un condamné à mort. Gisèle Halimi le dit explicitement dans le lait de l'Oranger. Je cite, « Je désirais, cette fois encore, que Camus intervienne auprès de Coty, de l'Élysée ou je ne sais quel représentant gouvernemental. Mohamed Ben Hamdi devait être gracié et j'avais besoin du soutien de Camus. Au même moment, il semblait amorcer son grand silence sur l'Algérie. Les tueurs de femmes et des enfants, je les méprise, me dit-il. Ce jour-là, il me refusait toute aide, brièvement et sans fioriture. » Alors ici, l'enjeu est politique, bien sûr aussi,
avec, je vais vous faire grâce du reste parce que peut-être qu'il faut que je me dépêche. Madagascar aussi. On a ici, il y a quelques années, France Info, tout à coup, nous parle, sur une radio française d'État, du massacre, du bain de sang que l'État français. Pardon? Public d'État, oui. Bon, France Info, oui, d'accord. Ben, donc, les publics, excusez-moi. Oui, cette nuance est très, très importante. Alors, la nuance est peut-être. Oui, oui, donc, I stand corrected. Alors, donc, France Info, radio publique. Mais qui décide alors qui est chef de France? Est-ce que ça continue, ça, quand on est chef de France? Il y a une nouvelle présidence, et puis après, il y a un nouveau un président de la République, et après, il y a des nouveaux chefs de France Info, etc. C'est pas le public qui décide, c'est quand même l'État, je pense. Donc pour moi, c'est un peu un cache-sexe de dire public. Mais je pense que la réalité en France, c'est quand même qu'il y a un nouveau président et le chef de France 2, de FR3, etc. change. Non, c'est pas le cas. Bon, d'accord. Okay. Bon, enfin, donc je, je bats en retraite. Mais donc ici, pour Madagascar, il y a aussi un passage qui est très intéressant où, et je vais quand même le citer là, parce que c'est quand même très important aussi, parce que ici, ce n'est pas juste des histoires d'amour, de vendre des livres, etc. C'est quand même un bain de sang qui a tué 50 000 Malgaches, dont on parle très peu. Et quand on en parle, on se sert de Camus comme cache-sexe. Et comme cache-sexe, alors c'est peut-être pas le bon terme. Encore une fois, alors je dis à mes étudiants, si je dis quelque chose pour vous offenser, mon excuse, c'est que je suis français, mes étudiants américains. Là, si je dis quelque chose pour vous offenser qui est ignorant, mon excuse, c'est que j'ai vécu la majeure partie de ma vie aux États-Unis. Donc, j'espère que vous m'en saurez gré. Et c'est pas drôle, hein. Donc, 135. Donc ici, je dis qu'a vraiment dit Camus sur les massacres perpétués par la France à Madagascar en 1947. Il a d'abord déclaré que les seules informations fiables, c'est-à-dire entre guillemets non suspectes, dont il disposait, consistaient en des rapports sur les atrocités, entre guillemets, commises par les rebelles et sur certains aspects de la répression. Une fois de plus, comme dans son article sur Sétif et sur Guelma, Camus différencie les violences des colonisés qu'il nomme atrocités et celles des colons, répression. Il euphémise les crimes des colons, il les minimise. On parle de dizaines de morts à Sétif et Guelma du côté des colons et de dizaines de milliers de morts du côté des colonisés. Je pense que ça, c'est très important. Et après, il y a des passages qui sont très difficiles. Il dit, les rebelles malgaches, eux aussi, ont torturé des Français, mais la lâcheté et le crime de l'adversaire n'excusent pas qu'on devienne lâche et criminel. Je n'ai pas entendu dire que nous ayons construit des fours crématoires pour nous venger des nazis. Donc il y a des comparaisons ici qui sont, pour moi, assez inquiétantes. Il ne s'agit donc pas dans ce livre, il s'agit en fait peut-être aussi de remettre en question le rôle du critique ou de l'universitaire, qui est souvent réduit aujourd'hui, selon les mots de Perry Anderson, à l'éloge, l'adulation ou l'archive, avec la seconde au service de la première. Il s'agit aussi peut-être de poser un regard critique sur nos programmes scolaires, qui programme, subtilement ou pas, une hiérarchie raciale qui va de la chanson de Roland, souvenons-nous la chanson de Roland, avec ses massacres de Sarrasins, mais au ralenti, une épée qui traverse et il se vante, il compte les morts, enfin c'est quelque chose d'extrêmement brutal. Ça dépend de son point de vue, bien sûr, mais c'était censé être nos héros, nous, jeunes Français, au cours primaire. Au cours, enfin sixième, je ne sais pas la classe dans laquelle j'étais quand j'ai dû lire ces vers. En passant donc bien sûr par Camus, en passant par l'enseignement des croisades et le non-enseignement de la guerre d'Algérie, le garde de l'indépendance du peuple algérien, le tout dans la fidélité à ce prononcement d'Ernest Renan dans Qu'est-ce qu'une nation? Et qu'est-ce que dit Ernest Renan? Figure révérée par beaucoup de nos élites actuellement. Et Ernest Renan nous dit, l'oubli, et je dirais même l'erreur historique, sont un facteur essentiel de la création d'une nation. Et c'est ainsi que le progrès des études historiques est souvent pour la nationalité un danger. Et encore aujourd'hui, je dirais qu'elles sont vécues comme telles. Je pense par exemple aux travaux de Paxton sur l'occupation, sur le rôle de la France sous l'occupation. Ça a été dur pour lui. Au départ, il y a eu toutes sortes d'attaques.
Ainsi, toute tentative de remettre en cause le roman national, de parler des prises de position de Camus, sans mention de son colonialisme, est vécue comme une menace existentielle. C'est la vue, donc involontaire, que l'utilisation du mot anglais cancel, arme favorite des rhétoriques des élites patriarcales et racistes états-uniennes, refuser j'ai presque fini, les récupérations de Camus, ce n'est pas l'annuler, mais c'est le libérer, de nous permettre de faire face à qui il était, un écrivain colonial, faire face à cette réalité, c'est inviter le lecteur à concevoir qui il était, dans toute sa complexité, dans ses déchirements, ses contradictions, et c'est peut-être une petite étape, parmi d'autres, dans une entreprise de remise en cause de l'histoire officielle française quant au colonialisme. Voici l'ambition immodeste de ce petit livre. Merci. Merci beaucoup, Olivier, pour cette présentation. Euh, vous avez précisé quelque chose au début de votre intervention qui m'a interpellée et je pense que c'est une clé importante en fait pour comprendre justement l'image ou la postérité dont jouit Camus. Vous dites que euh, vous avez pensé ce livre notamment en réaction au milieu universitaire américain où Camus est considéré comme un écrivain anticolonialiste. Alors je pense que dans le milieu universitaire français, on est moins dans la caricature, hein. Il y a plusieurs chercheurs et universitaires spécialistes de Camus qui, euh, qui ne sont pas, qui ne qualifieraient pas Camus d'écrivain anticolonialiste. Et ça me ramène justement en 2012, quand il y a eu justement la biographie de Michel Onfray que vous citez à juste titre, donc pour la critiquer évidemment dans votre livre, vous rappelez effectivement à quel point il y a eu un concert médiatique, mais absolument élogieux, en réaction en fait à la publication de cette biographie, alors qu'elle contenait en plus des erreurs factuelles. Je renvoie pour ceux et celles que ça intéresse à l'excellente critique de Jean-Yves Guérin parue à l'époque dans les Temps modernes qui s'appelle Le pavé de l'ours et qui s'intitule Le pavé de l'ours. Et justement, à l'époque, ça m'avait frappé ce fossé qu'il y avait entre une critique universitaire sérieuse qui met bien la biographie de Michel Onfray dans son cadre et justement la réaction médiatique et politique. Et en cela, alors je vais lire le premier paragraphe de l'introduction de Frederick Jameson qui dit: Quoi de commun entre George W. Bush, un Afro-Américain condamné à mort en Indiana, l'extrême droite française, la Fédération anarchiste, le Figaro, l'Humanité, des stars d'Hollywood et des intellectuels arabes anticolonialistes? Tous revendiquent l'héritage de Camus. C'est pas la préface de ça. Ah non, oui, pardon, c'est vous, oui. Oui, c'est vrai que c'est l'introduction, c'est pas la préface. Et donc voilà, vous dites ça. Et effectivement, il y a une espèce de en même temps chez Camus. Donc cette manière voilà de parler à la fois ou d'être en tout cas récupérable autant par la gauche que par la droite. Est-ce que justement la clé de la postérité de Camus n'est pas là-dedans? C'est-à-dire que finalement, il correspond bien à l'image d'un certain récit national français, d'une France qui a été à la fois empire colonial, mais qui se revendique comme patrie des droits de l'homme. Est-ce que c'est pas ça finalement qui explique justement cette postérité de Camus, cet entre-deux, cette un peu une position de funambule en fait finalement bah c'est pratique de se réclamer en fait d'un écrivain humaniste pour justement essayer de tenir cet équilibre qui est quand même assez difficile à tenir. Oui, je pense que l'idée, c'est de combler ce gouffre qu'il y a entre la devise française, liberté, égalité, fraternité, et la réalité sur le terrain. Et donc, toute cette mission civilisatrice. Et puis, en même temps, il faut quand même le dire, il part côté très progressiste. Son engagement, il était bien sûr pour le Front populaire. C'était quelqu'un qui avait une conscience de classe, qui a travaillé tout au long de sa vie. Il travaillait à l'épicerie quand il était au lycée, à l'école. Après, il était employé de bureau. Donc, il savait
ce que ça voulait dire que de travailler, que de devoir travailler pour gagner sa vie. Et c'est intéressant parce que il a cette conscience, mais cette conscience, elle est quand même dans le cadre d'une hiérarchie coloniale. Donc il se bat pour les salaires, mais il veut pas changer la différence entre les salaires pour les Algériens, pour les Français. Mais pour en revenir à ce que on se tutoie, on se vous voit, c'est on se tutoie, d'accord. Ce que tu disais et par rapport à tous les partis, Cabu a sciemment euh, refusé après son séjour au Parti communiste. Il a vraiment sympathisé avec beaucoup de partis différents. Il voulait pas s'engager, il voulait pas être quelqu'un qui s'engage dans un parti, qui suive une ligne. Il y avait un refus de l'idéologie de ce point de vue-là. Alors après, par conséquent, c'est vrai que ça a facilité les choses pour les gens qui voulaient le récupérer. Donc, il y a aussi ce petit aspect concret, je pense. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est parfait parce qu'on a une citation de Camus pour tout. Je veux dire, sur Internet, c'est incroyable. Et on peut dire tout et n'importe quoi. Marine Le Pen fait des éditoriaux pour le New York Times, elle cite Camus. Voilà, il suffit de. Enfin, moi, à un moment, je me suis dit, j'allais faire une liste comme ça de qui cite Camus. Ah, j'ai dû arrêter. Et alors après, tout le monde vient me voir pour dire, mais tu es obligé de citer cette personne, celle-là. Je fais, mais non, mais c'est impossible. Et l'idée, c'est que ça, c'est pas Camus, en fait. Ça n'a rien à voir avec Camus. Mais tout le monde s'en sert. Et donc, on peut voir ce livre comme deux choses différentes. Moi, je veux dire, ça peut être aussi être conçu comme une attaque à charge contre Camus, mais en même temps, parce que je pensais à la question d'Afifa, qui me disait, il y a une certaine relégation implicite dans mon titre. Et c'est vrai, c'est un titre provocateur aussi, qui est là pour... et puis, il y a une citation de Baudrillard, euh, référence pseudo-secrète dans Oublier Foucault, mais c'est plutôt une critique. Des gens qui font carrière sur Camus et des politiciens qui de Camus et qui s'en servent en le falsifiant finalement. Donc, ce que tu en penses, FIFA? Oui, c'est ce qui me paraissait intéressant précisément dans ton livre, c'est qu'il y a la présentation de ces deux aspects, hein, et voilà. Hein. Ce n'est pas un livre qui tranche, en tous les cas. Hein. Il y a les deux aspects de Camus qui sont mis là, en présence. Ben, il appartient au lecteur d'aller dans un sens ou dans l'autre. En tous les cas, les deux sont exposés. Hein. Voilà. Alors, Alors, euh, euh, alors justement, je voulais vous poser une question. Olivier a parlé donc dans l'œuvre de Camus, il a cité L'étranger, il a cité La Peste. Il y a l'autre roman que tu cites à juste titre, c'est Le Premier Homme, enfin que tu as cité aussi, et qui est très important parce que il est écrit au moment de la guerre de libération, donc au moment en plus où il y a ce silence de Camus, il décide de ne plus parler publiquement de l'Algérie. Il écrit donc le Premier Homme. Tout à l'heure, avant le début de cette séance, Rafif, tu disais, on parlait justement du Premier Homme, et tu disais que en le relisant, ça t'avait frappé cet imaginaire. Tu as employé le mot Far West. Et alors, je fais une précision. Je vais encore citer Jean-Yves Guérin, que je savais, j'aurais bien aimé qu'il soit là ce soir, donc qui était mon directeur de thèse. Donc c'est pour ça que je vais beaucoup citer. Et en fait, Jean-Yves Guérin parle de Far South pour justement dans littérature et politique. Pour parler de ça, donc est-ce que justement tu peux développer un peu cet aspect? alors, j'avais le premier homme entre les mains, j'avançais, et puis la région, l'Est algérien, c'est un petit peu mon pays, quoi, l'Est algérien. Et j'étais très intéressée, j'avançais. Et puis arrive une scène, c'est lorsque le père de Camus est dans sa carriole et qu'il s'avance pour aller vers sa destination. Alors, le décor, etc. Et franchement, spontanément, l'image qui m'est venue, c'était la conquête du Far West. Spontanément. Je ne sais pas comment on le ressent, aurait ressenti, enfin, quelle est l'impression des lecteurs dans cette scène particulière,
Mais franchement, je voyais, lui, il était dans sa carriole et je voyais, c'est la conquête du Far West. C'est l'image qui m'a frappée. Et d'ailleurs, dans un article que j'avais écrit, Agnès, tu pourras me dire, c'est ton ami au Japon, hein? Voilà, donc j'avais donné, c'était une contribution et je sais que j'avais noté ça. Bon, je ne sais pas ce qu'est devenu cette publication, si ça a été publié ou pas, hein. C'était très frappant, mais j'ai entendu ça aussi. Je n'étais pas la seule parce que cette même image, ou presque, hein, je l'ai entendue aussi. Il y a pas très longtemps dans une conférence avec avec justement, il s'agissait de Camus. Donc, je crois que ça peut pas passer inaperçu, hein. Ça vient comme ça, ce sont des images comme ça qui marquent l'esprit, la tête, et voilà, hein, ça vient spontanément. Je reviens à cette idée d'équilibre ou de tentative d'équilibre. En fait, à un moment, tu parles du style de Camus et tu en arrives en fait à cette déduction, Olivier, que finalement, quand on parle ce style, en fait, cette manière d'écrire de Camus, c'est une sorte de traduction de cette manière un peu ambivalente d'essayer de ne jamais vraiment prendre position. Donc, je trouve que c'est une idée très intéressante si tu peux la développer. On m'a dit de prendre ce micro. Oui, alors ici, ça serait plutôt. Je pense qu'on parlerait plutôt peut-être d'une technique de rhétorique pour ces articles plus politiques. C'est-à-dire il est difficile à cerner quand il parle, bien sûr, de l'Algérie. Il est, comment dire, serpentaire. C'est ce que Jean Sénac dit que c'est son frère serpentaire. Il l'appelle une louette, ce qui veut dire en argot, pied noir, quelqu'un d'insaisissable, qui ne montre pas ses cartes. Donc, dans le même article de Camus, on trouvera par exemple une phrase qui dira « Nous sommes arrivés à l'ère de la fin des impérialismes ». On se dit « Tout va bien ». Je crois que John F. Kennedy a dit ça aussi au Sénat. C'est cité dans le livre d'Hélène Moktefi, Alger, capitale de la Révolution. Et on se dit, bon, il y a une prise de conscience. Mais c'est le même article où il dit que l'indépendance algérienne est une formule passionnelle. Et donc, il essaye de jouer sur plusieurs tableaux. Et ça fait partie donc de cette rhétorique humaniste. Et c'est là où il faut moduler, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il y a une réception de Camus, politique, universitaire, mais bien sûr pas complètement universitaire, mais qui est quand même contre laquelle je pense qu'il y a des choses à dire. Mais Camus lui-même était très diplomate. Il faisait très attention à ce qu'il disait et il ne voulait pas forcément dire clairement il a été poussé par les événements pour dire clairement les choses. Sinon, il y avait toutes sortes d'ambiguïtés. Et on retrouve ce qu'il pensait vraiment dans des témoignages. Roger Quillot rapporte dans la première édition des Pléiades que selon lui, alors c'est à prendre avec des pincettes, si l'Algérie devenait indépendante, Camus dit j'irai vivre au Canada. Mais après, Camus s'écrit à lui-même dans son journal. Et il vit l'indépendance, enfin la victoire la défaite française, la victoire indo-chinoise vietnamienne à Dien Bien Phu, il le vit comme quoi? Il le vit comme mai 1940. Donc il vit les colonisés comme les Allemands. Donc il y a des choses qui sont quand même très très inquiétantes qu'il ne représente pas publiquement. Donc son style, c'est aussi, c'est une sorte de, j'allais dire, une fausse dialectique. Et il nous dit, d'un côté, c'est la fin des impérialismes, de l'autre, je suis contre l'indépendance algérienne. Donc il y a comme ça un style où il cache les choses finalement d'une certaine façon. Et dans l'étranger, dans sa littérature, il va pas nous dire qu'il est pour ceci, qu'il est contre cela. Il y a une ratification, si vous voulez. Alors après, je veux préempter. Il y a souvent des personnes qui me disent mais Olivier Glaug, est-ce que tu
Est-ce que tu as fait des études de littérature? Est-ce que tu as lu Contre Sainte-Beuve de Proust? Il y a quand même une différence entre le personnage, sa fiction, mais il faut voir aussi le contexte de Contre Sainte-Beuve. Pourquoi Proust écrit Contre Sainte-Beuve? Proust, c'est quand même quelqu'un qui a des origines juives, qui est homosexuel et qui a besoin de se défendre, de se cacher, qui veut montrer finalement aux Français, à un certain establishment de Français, qu'il est plus français que les Français et qui a des amitiés, et parce qu'au départ, Proust, pendant l'affaire Dreyfus, mais il fait des pétitions, il est Dreyfusard, et après, il cachera ça. Il aura des amitiés anti-Dreyfusardes. Donc je pense, et alors évidemment, après, le contre Sainte-Beuve devient en vogue à un certain moment avec cette notion de mort de l'auteur, etc., etc. Mais je pense que ça fait partie aussi d'un certain contexte, un ressac idéologique après 68. On est dans un autre contexte aujourd'hui. Donc je pense que c'est très important de faire le lien. Alors je parle peut-être aussi en petit-fils et fils de romancier, entre la vie de l'auteur et son œuvre. Qu'il ne faut pas penser qu'un auteur, son œuvre, vienne du ciel et qu'il faut absolument, ça c'est aussi une position idéologique, admirer l'œuvre d'art sans penser au contexte historique, aux enjeux politiques et idéologiques. Donc je réponds à une question qu'on ne m'a pas posée. Le cirque continue. Euh, on parle donc de la postérité et de la récupération finalement de Camus et de l'œuvre de Camus. Je me demandais si l'on était, enfin, qu'en est-il côté algérien? C'est-à-dire, est-ce que Camus aujourd'hui est un personnage ou une figure clivante? Quelle réception il y a aujourd'hui de son œuvre? Notamment le premier homme qui sort quand même en 94, donc à une période où l'Algérie a quand même d'autres soucis plutôt que Camus. Du coup, voilà, aujourd'hui en fait, avec ce recul-là, où en est-on en fait de la réception de l'œuvre de Camus en Algérie et de l'image de Camus? Bien. Alors, l'image de Camus, je dois le dire, il y a quelques bonnes années de ça, j'avais organisé à Alger un magnifique colloque sur Camus. Ça a duré beaucoup, enfin, ça en a été à Tipaza, à Alger, on a été sur, bon, bref, c'était un très grand colloque et j'ai mobilisé toute mon énergie pour que ce colloque réussisse. Alors effectivement, là, on avait, en tous les cas moi, j'avais une certaine image, hein, et par-dessus tout, c'était la beauté de son écriture dans Nos. C'était pour moi absolument magnifique. Et je voulais partager ça avec nos étudiants. Et bien sûr, je n'ai pas hésité à faire appel, à inviter tous nos collègues de France, etc., très nombreux. Ça s'est très bien passé, très enrichissant. Et au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, on apprend mieux, on découvre, on lit. Et au fur et à mesure, eh ben, on se rend compte qu'on découvre aussi un autre Camus, hein, tout simplement. Et effectivement, maintenant, si on parle de sa réception, qu'est-ce qu'il en a été dit? Eh bien, il y a une chose, en tous les cas, qui ne peut pas passer, c'est le refus de l'indépendance. Enfin, Camus n'a jamais accepté ça. Ça ne passe pas. Point final. Maintenant, il reste d'autres aspects qui est acceptable, recevable. On peut discuter d'autres choses. Mais sur ce point-là, sur ce point de la colonisation, sur ce refus de Camus de ne pas se prononcer pour l'indépendance de l'Algérie, ça ne passe pas. Et puis c'est tout. Or, là, pour autant, on en parlait tout à l'heure, au Centre culturel algérien, je crois que c'est pour le 29 septembre, il y aura la projection d'un film, précisément L'étranger de Camus. Donc, vous voyez, il n'est pas ostracisé. Hein, mais inversement, il y a à peine
je sais pas, même pas une semaine, j'ai reçu d'Alger un livre de Hamid Green, on a dit de toi. C'est un livre qui est une enquête sur Sénac, sur Jean Sénac précisément, mais au passage, hein, eh bien Camus est bien égratigné. Voilà. Hein, il y a toutes ces tendances, mais de plus en. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que la critique algérienne ou émanant, enfin oui, algérienne, n'est pas médiatisée, n'est pas connue, n'est pas lue. Donc, voilà, il y a quelque chose. Bon, les conditions ne sont pas les mêmes, les conditions d'édition, les revues littéraires pour faire connaître ce qui se dit sont infimes et donc on peut pas connaître, mesurer exactement ce qui a été dit à propos de Camus en, en pour ou en contre, voilà, pour schématiser. Hein. Mais ceci dit, je crois que, et je peux l'annoncer, il y a un livre qui se prépare et qui rassemble quand même un certain nombre de critiques algériennes, hein, donc qui va paraître très prochainement. Oui, je voulais juste renchérir sur ce point. C'est-à-dire que grâce à Christiane, j'ai découvert un ouvrage qui s'appelle Quand les Algériens lisent Camus, où il y a une sorte de compilation, et ça c'est un livre indispensable pour avoir une perspective différente. Et ça, c'est un livre qui n'est pas publié en France, si je ne m'abuse. Mais il y a toutes sortes, et j'ai essayé de citer un maximum d'auteurs, parce que là, tout à coup, la perspective sur Camus, elle est radicalement différente. On peut regarder ça d'un point de vue chromatique, une réception blanche ou une réception algérienne. Et là, tout à coup, l'histoire qui est censée être un prétexte à des discussions philosophiques dans l'étranger, le meurtre d'un arabe, c'est beaucoup plus difficile de passer sur ça et de voguer sur des considérations. Je pense que ça, c'est un livre vraiment fascinant. Oui, c'est un livre auquel j'ai participé. Ah oui, oui. oui. Et donc, si je ne sais pas s'il y a des éditeurs ici qui veulent se mettre à la tâche pour faire que ce livre soit publié en France, c'est extraordinaire, c'est indispensable. Je pense que là, parler de Camus du point de vue algérien, ça serait bien, ça serait rafraîchissant. Ça. Et voilà, je me tais. Peut-être une dernière question à vous deux avant de donner la parole à la salle. Aviva, tu as parlé ou émis deux idées qui me semblent essentielles. C'est à la fois, tu parlais de la beauté du texte de Nos, notamment Nos Atipaza, qui est un texte absolument magnifique, et en même temps, ne pas oublier justement le refus de Camus de se positionner sur la question coloniale et sur l'indépendance de l'Algérie. Est-ce que finalement, justement, la solution, j'ai envie de dire, c'est ce ne serait pas non pas d'oublier Camus, mais de le remettre tout simplement dans son cadre, c'est-à-dire refuser cette récupération, la récupération qui a été faite de son image, et peut-être qu'en le remettant justement dans son contexte, comme un Kipling, comme dirait Edward Said, permettrait justement à la fois d'apprécier certains textes de l'écrivain, mais de dire de manière très lucide ce qu'il était politiquement. Oui, vas-y. Moi, je pense à un des cours que j'ai pris avec Gayatri Spivak, et on lit Kipling et on lit Kim. Et tout le monde, quand on pense à Kipling, on pense à l'écrivain colonial par excellence. Et donc, on nous demande nos réactions, tout le monde attaque. Mais le professeur nous a dit, mais non, il y a aussi des passages d'une empathie, il y a des contradictions, il y a de l'admiration. Et je pense que c'est vrai que si on ne faisait pas de Camus ce qu'il n'était pas, et oublier Camus, c'est oublier Camus tel qu'on nous le présente aujourd'hui, dans les journaux, dans les vitrines, dans les énièmes publications. Je pense que j'ai demandé à un libraire, hein, il y en avait 30 en 2 ans. Je pense que ça, ce serait lui rendre service d'une certaine façon, et nous rendre service surtout. Donc, oui, peut-être Kipling. Je ne connais pas assez bien Kipling, mais c'était vrai que tout à coup, on peut donc apprécier
l'auteur d'une façon différente si on le conçoit dans son contexte historique. Absolument. Moi aussi, je suis pour donner justement cette double vision de Camus. Et je pense que ça ne peut que... Ça montre aussi donc la complexité aussi de Camus. Hein. C'est un écrivain multiple avec plusieurs facettes et c'est très difficile de le circonscrire dans sa totalité. Et donc, pour le faire, eh bien, on tombe dans on peut se contredire, on peut revenir sur ce qu'on a dit. Il y a une permanente, en tous les cas, c'est une lecture active. Et ça, il me semble que c'est important. C'est ça l'intérêt de Camus. Hein. C'est qu'avec lui, on est toujours sur le qui-vive, vérifier, aller dans son sens, contredire. Hein, c'est tout à fait ça. C'est un petit peu c'est cette façon d'être qui le rend aussi passionnant. Hein. Il avait ses positions. On peut être pour ou contre, mais justement, quand on fait la jonction de ces deux, ça donne un dynamisme, une écriture très dynamique qui ne peut jamais laisser quiconque indifférent. Oui, justement, puisque on parle de revenir et peut-être pas de se contredire, mais il y a eu des moments dans mes recherches sur Camus, un moment, il y a 40 questions pour le futur biographe de Camus, ou des questions pour le biographe de Camus. C'est un ami à lui, à Gallimard, qui lui demande, mais alors, tu as grandi pauvre? Il dit oui, mais pas aussi pauvre que si j'avais été arabe. Donc il a une conscience de la situation du monde autour de lui. Ça, c'est clair. Il a une conscience aussi, une conscience de classe. Que dire d'autre? Il faut aussi, on peut pas parler de Camus sans dire que ça a été un des seuls intellectuels à s'ériger contre le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. Bon, il y avait une sorte de silence assourdissant. Et donc, il était vraiment en règle avec une certaine position qui était assez anti-scientifique. C'était encore les restes de son absurde, mais ça réclamait aussi un certain courage. Il l'a fait. Donc, il ne s'agit pas de dire. Et puis, l'étranger, c'est aussi un chef-d'œuvre. Il y a une force dans ce style, dans cette écriture, même en ce qu'elle comporte d'effacement. C'est l'écriture d'une époque. Et d'un moment particulier. Et donc, il s'agit de l'apprécier dans sa richesse, dans ses complexités, et pas d'en faire une statue. Je pense que c'est peut-être aussi cette optique-là, d'être pris comme ça de temps en temps au dépourvu. Tout à fait, oui. Ça, Donc, c'est l'édito du 8 août 45 dans Combat. Après, effectivement, on comprendrait aussi que quelqu'un qui mobilise à ce point la question de la morale et le terme de morale déchaîne aussi autant de passion quand il y a un tel aveuglement face à des situations de domination aussi criantes que la question coloniale. Je voulais ajouter quelque chose. Ouais. Tout à l'heure, vous me disiez la réception en Algérie Bon, j'avais pas de question, c'était à propos de Kamel Daoud. Hein, vous nous citez. On ne peut pas ne pas revenir à Kamel Daoud. Hein, Meursault contre enquête. Donc, dans son livre, il s'applique à réparer les failles de l'étranger. Ensuite, pour conclure, il déclare, bon, maintenant, c'est une histoire finie. Alors, qu'est-ce qu'on fait de la mémoire, hein, du devoir de mémoire Voilà. Je pense que la dérive réactionnaire de Kamel Daoud depuis laisse peu de place. Voilà. Oui, mais moi, je me souviens à un moment, on m'a demandé, on m'a dit, mais écris quelque chose sur Daoud dans ton livre. Et en fait, il y a un côté provocateur de sa part, je pense que. Bon, moi, j'ai vu l'édition Barzac. Quand je l'ai finalement reçue, c'était un choc parce que l'édition Barzac, elle est différente de l'édition Actes Sud, donc l'édition publiée en Algérie. Et alors, c'est pas juste le quatrième de couverture, mais dans le texte même, Daoud fait quelque chose qui choquerait beaucoup de personnes. Il crée un personnage qui s'appelle Meursault Camus. Il l'appelle l'assassin et lui dit, tu as tenté de faire un génocide. Bon, ces mots-là ne sont pas dans l'édition d'Actes Sud.
Il édulcore son récit, donc c'est pas juste parce qu'il y a eu aussi une interprétation possible que moi j'espérais, c'était qu'Actes Sud fasse quelque chose de plus facile pour le marché français. Mais le texte même, pas juste le quatrième, a changé. Et à partir de là, c'est vrai que ses écrits sur l'islam, là, je crois qu'il était sur France Inter et il avait dit que l'immigration algérienne, c'était un droit de cuissage contre la France. Fait des choses vraiment très choquantes. Alors, je pense, ayant lu un long article interview de Adam Schatz sur Kamel Daoud, qu'il y a des antécédents familiaux, personnels, mais est-ce qu'on doit se centrer sur chacune de ces paroles? Je pense pas que ça vaille rien de la peine. Et en même temps, je pense saluer cette l'idée de trouver un personnage qui est le personnage, qui est l'homme assassiné par Meursault, et de le faire parler par son frère, c'est quand même aussi une idée forte. Et ce livre, par certains côtés, c'est un tour de force. C'était mon impression au départ. Après, je relis la disparité entre les deux versions et cette idée, effectivement, d'effacer le devoir de mémoire. Pas étonnant que ça a beaucoup plu en France. Ouais. Ah oui. Alors, on va donner la parole à la salle et aux personnes qui nous suivent en ligne pour les questions. Alors, j'aurais juste une demande. On est là aussi pour discuter, mais faites court, parce que sinon, je vous assure que je vais vous couper la parole. Donc, s'il vous plaît, faites court pour que tout le monde puisse intervenir. Bonsoir, je vais faire très court. Alors, pour commencer, il faudrait rendre justice vous venez d'évoquer Kamel Daoud, il faudrait rendre justice à Salah, qui est le premier à avoir, en fait, bon voilà, le bouquin, le bouquin de Daoud, a été un peu pompé sur le livre, a été beaucoup pompé sur le livre de Salah Gamalish, qui lui est passé complètement inaperçu. Je l'ai pas. Aujourd'hui, bon, donc, le livre de Salah Gerbish. Voilà. Alors, par ailleurs, juste, je suis très content de vous entendre et je suis assez enthousiaste à l'idée de vous lire. Et je suis pas très surpris que le premier bouquin qui règle son compte à Camus soit écrit par quelqu'un qui vient des États-Unis, même si vous êtes français. En tout cas, vous enseignez aux États-Unis. Au siècle dernier, j'avais été moi-même aux États-Unis. J'avais été très surpris d'entendre des gens me dire, quand je leur disais que je venais d'Algérie, me parler d'Albert Camus. Et avant de comprendre qu'il s'agissait d'Albert Camus, j'avais vraiment du mal à comprendre quel était le lien entre Albert Camus et l'Algérie. Enfin, pas le lien, mais en fait, le fait qu'on pense que les gens croient que Albert Camus est algérien. L'autre chose que je voulais dire très rapidement, vous avez évoqué le livre de Noce. Moi, j'ai lu plusieurs livres de Camus. Il m'a fallu des années, peut-être même 2 décennies, pour comprendre pourquoi sa littérature me faisait littéralement mal au ventre. Vraiment. Parce que pour moi, sa littérature, quand on la lit comme algérien, c'est des radiations d'inexistence. C'est des radiations d'invisibilité. Et je crois qu'en lisant Camus, j'ai complètement zappé la qualité littéraire de sa littérature descriptive parce que je cherchais ce que je ne trouvais pas. Des Arabes, voilà, en l'occurrence, qui sont aussi incarnés que les lampadaires, les dromadaires ou les chiens, quoi, dans sa littérature. Le troisième point, je vais le zapper parce que je l'ai oublié. Voilà. Peut-être, c'est une des questions aussi qu'évoque Olivier d'ailleurs dans son livre, c'est la nature contre l'histoire, en fait, qui est aussi un point important. On va peut-être prendre une autre question et ensuite je vous laisse. Juste pour dire que je suis très touché par ce témoignage et que c'est vraiment une validation pour moi de me dire que quand vous me dites ça, que vous lisez Camus en tant qu'Algérien et l'effet que ça fait, je peux pas me mettre à votre place, mais je peux dire que j'ai un sentiment d'empathie et que c'est aussi pour ça que j'ai voulu l'écrire, pour montrer que tout le monde n'était pas de ce point de vue-là, qu'il n'y avait pas cet unanimisme, qu'il y a des personnes qui refusent la narration nationale, qui refusent le colonialisme, qui refusent cette oppression et qui sont choquées par elle aussi.
Donc voilà, je vous merci pour cette intervention. Oui, Olivier Gloag. C'est Glo. Glog, ok. Je vais être modéré, bref et précis comme il le faut dans ce genre de débat. Moins que d'autres ici, j'ai un peu écrit sur Camus, à la fois du point de vue historique et du point de vue de la littérature, en traitant la littérature comme telle. On ne la confondons pas avec un article de presse, par exemple. Alors, pour autant, je partage entièrement votre point de vue de départ, qui est que l'espèce d'unanimisme médiatique qui se fait autour d'un Camus imaginaire est la chose qui peut le plus le desservir, et très souvent dans les prises de position s'élève contre toutes les valeurs qu'il a défendues au cours de sa vie. Simplement, si vous faites de l'histoire, il faut faire de l'histoire dans son contexte réel, et si vous parlez de littérature, il faut parler de littérature. Et il n'y a pas besoin d'invoquer Beuve et Proust pour dire qu'il ne faut pas confondre le personnage, le narrateur et l'auteur. Hein. Alors, deux exemples. Du point de vue de l'histoire, vous dites, et personne ne va vous contredire, que Camus, dans les années 30, était pour le plan Blum-Violette, qui était un plan de réforme d'ailleurs relativement limité, et n'était pas pour l'indépendance. Bien sûr, la vraie question, c'est pas celle-là. Qui, à l'époque, était pour l'indépendance? Pas les oulémas, qui soutenaient le plan Blum-Violette, pas les élus musulmans, qui le soutenaient le Congrès musulman, et pas le PCA, qui soutenait également le Congrès musulman, dont toute la politique et toutes les revendications s'inscrivaient dans la perspective du rattachement à la France. Bon, alors, je termine. Camus, dans cette circonstance, qui était pour l'indépendance? L'étoile nord-africaine qui s'est prononcée pour la première fois à Alger en août 1936. Camus, dans cette circonstance, s'est fait vider du PC parce qu'il n'a pas accepté que la direction du PC ait demandé au gouvernement de Front Populaire la dissolution de l'étoile nord-africaine et fait arrêter Messali et ses lieutenants en août 1937. C'est pour ça qu'il a été vidé du PC. Alors, voilà, remettons les choses dans leur contexte. Et vous avez cité un texte de 1939 où Camus dit la pire des choses, c'est de réprimer les nationalistes parce que ça les fait passer pour des martyrs. Bon. Oui, simplement, qu'est-ce que disait cet article? Il a été le seul article d'un journaliste européen à Alger dans toute l'avant-guerre qui ait demandé la libération de Messali et les autres emprisonnés, non pas parce qu'ils partageaient leur option indépendantiste, mais parce qu'il était démocrate jusqu'au bout et qui pensait que n'importe qui en Algérie avait le droit de s'exprimer. Il a été le seul. Bon, alors, après, on peut parler de ses positions dans les années 50, de sa sous-estimation du nationalisme algérien et du fait qu'il n'a pas défendu l'indépendance. Il faudrait quand même aussi parler des questions qu'il se posait à lui-même et qu'il amenait à cette irrésolution, qui était: est-ce que le terrorisme, même justifié en réponse à la violence coloniale, n'a pas des conséquences politiques nuisibles pour l'Algérie de demain? Voilà. C'était une question. Et d'autre part, est-ce que la décolonisation peut se faire sans créer une nouvelle injustice, en n'intégrant pas dans une Algérie plurielle une minorité qui représentait quand même 1 million de personnes? Ce sont des questions sur lesquelles chacun peut avoir sa réponse, mais parler de Camus sans évoquer ces questions, j'ai pas l'impression que vous les évoquiez dans votre livre, n'est pas sérieux. Du point de vue de la littérature, je prends que 2 exemples. Hein, la peste. Il faut quand même éviter la surinterprétation. Quand vous dites l'idée que la peste va revenir, ça montre la grande terreur à laquelle s'identifie Camus des Européens, que le nationalisme finisse par triompher. C'est quand même s'éloigner considérablement du texte et de ce qu'il dit à l'évidence. Et j'ajoute, pour montrer que c'est un peu paradoxal, que si c'était vrai, ça montrerait que Camus avait une haute conscience de la finitude du système colonial, puisque dès la publication de la peste,
il envisageait comme un risque majeur que l'Algérie française disparaisse. Bon, sur le premier homme, je suis un peu étonné quand on nous dit que du point de vue du regard colonial, on a peu commenté cette œuvre. C'est à Sarah que je dis ça, parce que quand même, depuis qu'elle est parue en 94, il y a eu énormément d'analyses, y compris critiques, sur la question de la vision qui pouvait s'exprimer. Mais là aussi, ne confondons pas tout. Camus a dans le premier homme des passages remarquables de justesse sur c'est que ce qu'était à travers le regard du petit Camus incarné par son personnage auquel il ne se confond pas totalement, qu'est Jacques Cormory, ce qu'était dans le faubourg populaire de Bellecour les réflexes de peur raciale des petits blancs, qui étaient celles de son entourage. Bon, le problème là, littéraire, c'est est-ce que cette représentation est juste Non, c'est vrai qu'il est constitué l'Ouest, monsieur. Mais oui, mais le problème n'est... Non. Alors, on va pas faire un débat dans le débat. Hein. Il n'y a pas de débat dans la salle. Non, mais messieurs, pas de débat dans la salle, si vous voulez. Ou alors, après le débat, vous pouvez continuer. La question, c'est est-ce que cette représentation... Voilà, et on va vraiment abréger. J'arrête là. Ou est-ce que c'est le racisme de Camus qui s'exprime? Rien ne permet de le dire. Alors, si je vais me permettre de répondre à cette intervention érudite et très intéressante. Alors, quelques petits points. Je parle pas assez près, d'accord. Is that better? Ça marche mieux? OK. Donc, il y a un passage qui parle dans mon livre. J'essaie de me baser sur les témoignages de personnes sur le Parti communiste qui étaient au Parti communiste à cette époque. Et donc, il y a une citation que je cherche furieusement, que je retrouverai, j'ai un peu l'esprit d'escalier, d'Henri Alleg, qui nous explique, selon lui, pourquoi Camus a quitté le Parti communiste, qui ne correspond pas, je vous ai écouté, je vous ai pas interrompu, a modicum of respect, un petit peu de respect, je vous en prie. Donc je retrouverai ce passage, et si j'ai un peu de chance, je pourrai le lire, etc. Et vous voulez que... Bon, donc ce passage dans mon livre, c'est bien, ça me flatte que vous ayez lu mon livre, mais d'autres choses. Messali Hadj, donc oui, Camus, il est pour la libération, mais ça correspond en tout à ce que je dis, à cette citation de Camus. C'est-à-dire qu'il veut préserver, il ne veut pas enflammer les nationalismes. Il n'y a aucun doute de cela. Alors après, mon interprétation sur la peste, elle est ce qu'elle est. Après, on peut s'ériger contre. Il y en a d'autres qui sont bien plus fortes. Quand Conor Cruise O'Brien parle de la peste, donc c'est un écrivain irlandais d'un certain renom, et il a écrit cette biographie, ce livre sur Camus qui est paru en 70, qui a fait l'effet d'une bombe, qui a été très critiqué en France par les spécialistes de Camus, certains spécialistes de Camus, et Conor Cruise O'Brien parle du fait qu'il y a un nettoyage ethnique dans la peste. Il parle de solution finale littéraire. C'est quelqu'un qui, à cette époque-là de sa vie, se vivait comme Irlandais, colonisé par les Anglais. Donc, je pense que effectivement, ça dépend aussi de ce que les Américains appellent one standpoint, d'où on vient, qui on est. On est algérien, on fait partie de l'establishment littéraire universitaire français ou pas. Enfin, il y a toutes sortes d'itinéraires qui, je pense aussi, vont influencer nos réceptions, nos conceptions. Pour moi, c'est une anecdote et je terminerai là-dessus. Et je sais pas, j'espère que Christiane me pardonnera de raconter cette anecdote. Mais je parle de quelqu'un qui décide d'enseigner, qui enseigne à l'université d'Alger et qui va faire le topo habituel. Donc, premier cours ou un des premiers cours à l'université d'Alger. Et on va dire, l'idée, c'est l'étranger, donc le meurtre de l'Algérien, c'est pas vraiment le principal. Il va y avoir une deuxième partie, des grandes discussions sur l'absurde, sur la peine de mort, des grandes réflexions sur l'existence de Dieu. Et cette personne prépare son topo, lève la tête dans l'amphithéâtre et voit devant elle 150 étudiants algériens. Elle décide de changer de sujet et de parler d'autre chose. Parce que c'est une conception et c'est une interprétation qui est plus difficile à dire. C'est beaucoup plus facile de défendre Camus comme un grand humaniste et quelqu'un d'extrêmement généreux dans un public franco-français, dans une France qui ne tolère pas ou n'accepte pas
des visions différentes ou une histoire véridique de ce qu'était l'occupation française en Algérie. Et une dernière chose, cette minorité, parce que ça aussi c'était, on parle souvent de cette notion de la valise ou le cercueil. Mais moi, les Algériens qui sont issus des Européens d'Algérie, qui ont combattu aux côtés des Algériens, ils ont dû partir de l'Algérie, mais parce que l'OAS les menaçait. Et quand l'Algérie est indépendante, c'est là qu'ils ont pu revenir et vivre. Donc il y a aussi des narrations comme ça qui servent une certaine mythique de nostalgie de l'Algérie française, mais je ne pense pas que c'est forcément, ça correspond pas forcément à une réalité vécue de certaines personnes. Alors, juste, je me permets sur trois points de répondre, puisque quand je parlais de la critique, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu d'appareil critique autour du premier homme. Il y a déjà le Pierre-Louis Rey autour du premier homme. Je dis que quand on mobilise en fait, ou en tout cas même dans les, on va dire les écrits pour grand public, notamment médiatique, quand on va critiquer Camus, ce qu'on mobilise en général, c'est l'étranger et c'est la critique que Edward Said fait de Albert Camus dans Culture et impérialisme. Donc c'est en cela où je dis voilà que le premier homme et les chroniques algériennes d'ailleurs sont très peu mobilisés dans la critique de Camus. Vous dites que il y a quand même les questions essentielles que Camus se pose, notamment par rapport au terrorisme, même si il est juste. Est-ce que les conséquences politiques que cela peut avoir? Oui, le terrorisme, on le sait. Enfin, ça a fait partie des questions essentielles, des thématiques essentielles sur lesquelles Camus s'est interrogé. N'empêche que dans les chroniques algériennes, il imagine bien le premier homme comme une réponse d'abord aux intellectuels de gauche français qui sont engagés pour l'indépendance de l'Algérie et notamment les porteurs de valises. Et il le dit explicitement quand même dans les chroniques algériennes. Donc ce n'est pas juste une réflexion philosophique ou politique sur le terrorisme. Il y a quand même une volonté explicite de répondre en mobilisant quand même un argument d'autorité en tant que voilà avec son statut de pied noir, de répondre en fait aux intellectuels de gauche de métropole qui ont eu l'outrecuidance de se positionner pour l'indépendance de l'Algérie. Vous citez des passages du premier homme. Oui, on peut citer ça. On peut aussi dire que dans le premier homme est le seul, à ma connaissance, ouvrage de Camus où on trouve des personnages arabes qui portent un prénom. On peut dire ça. Mais on peut aussi dire aussi que il y a quand même des pans entiers de cette œuvre où on est quand même complètement dans un imaginaire colonial avec une terre algérienne complètement déserte. On est vraiment dans un peuple sans terre pour une terre sans peuple pour un peuple sans terre. On a complètement ça dans le premier homme. Donc oui, on peut revenir aussi à ce que disait Alfred tout à l'heure sur la complexité de Camus, mais que ça serve d'argument pour dire, que ça ne peut pas servir d'argument pour masquer aussi d'autres aspects quand même légitimement choquants ou critiquables de son œuvre. Oui, je reviens toujours à ça. Ce sont les deux aspects, les deux facettes. Il faut retenir ça et ne pas lier les évidences. Tout à l'heure, Christian, tu évoqué les ulama qui qui n'ont jamais contesté la présence française. C'était aussi dans la stratégie, comme comment dirais-je, c'était une stratégie qui a été adoptée, effectivement. Hein, c'était un premier pas, qu'on nous reconnaisse, qu'on ne touche pas à notre culture, à notre langue. Il y a eu ces fameuses manifestations de Constantine qui ont drainé je ne sais combien, et le journal La Dépêche en faisait état. Et à la fin de chaque discours de chacun des leaders, il y avait « Vive la France !» Ils reconnaissaient ça, mais c'était déjà un premier pas pour eux. Mais cette même association qui se rendait à Paris n'a jamais été reçue par le Premier ministre et par les... voilà, c'était...
Alors, j'ai pas la date. Bien sûr, je te fais confiance, mais plus d'une fois, qui se sont déplacés à Paris et qui n'ont pas été reçus, je retrouverai les dates, je pourrais te les donner. Là aussi, ce sont des demi-mesures, c'est par passage, de même que pour le programme de Bloom Violette. Hein, ça aussi, c'est une étape, en espérant sauvegarder. Les autres aussi, les oulémas, effectivement, ils se sont prononcés haut et fort pour une Algérie française en revendiquant leur culture. Mais c'était déjà un premier pas. Hein. Comment sauvegarder cette culture alors qu'il y avait tout un mouvement d'assimilation, tentative d'assimilation. On voit très bien comment, par exemple, toute la Kabylie a été, c'est la région où il y a eu le plus où l'Église a le plus pénétré, n'est-ce pas? Eh bien, il y avait cette peur, cette crainte d'une perte de la culture du pays d'origine. Et cette peur-là, il fallait aller tout doucement. Qu'on ait cette possibilité de sauvegarder une partie de nous-mêmes, et ça viendra par la suite. Dans ce cas-là, on peut le voir aussi avec Farhat Abbas, hein, qui était au départ, bon, tout le monde le sait, qui a changé complètement pour être finalement le porte-parole de FS. C'est venu crescendo, tout doucement. Voilà, c'est par étapes. C'est... Je voulais intervenir, mais je pense que vous avez traité beaucoup de sujets. Pardon. Je voulais intervenir, mais vous avez parlé de... Ah, il est là. Oui. Oui, je voulais intervenir, mais j'ai lu Le Premier Homme et comme vous, je me suis laissée pénétrer par les mots de Camus pour aller jusqu'à sa naissance. Et après, moi, j'ai vécu à Alger et je vivais au Ruisseau. Et à côté de moi, c'était Bellecour. Et quand je lisais Camus aller se promener, aller au lycée, le parcours qu'il faisait aux Sablettes, quand il allait à la plage, quand il jouait, et je me demandais, mais où sont les Algériens? Il n'y en avait aucun. Et j'ai un ami qui est né en Algérie, fils de colon. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Comment a-t-il pu écrire? Je suis arrivée au milieu du livre. Comment a-t-il pu parler que de gens? C'est comme s'ils étaient dans un microcosme, une bulle. Il s'est fâché parce que lui, il était fils de colon et en 62, il est rentré. Il m'a dit, il ne faut pas le voir de cette façon, il faut le voir de façon romanesque. C'était pour vous dire que moi, je l'ai vu en tant qu'Algérienne et j'ai été saisie, mais j'ai continué à lire. Et vers la fin, il parle de la révolution une suspicion d'attentat du côté de Bir Kadem, où ça commençait à bouger, où les gens se disaient, ça ne peut pas continuer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais enfin, pour les attentats aussi, il faut voir la chronologie. Hein. Il y a toute une chronologie Absolument. Moi, je pense quand on pense à l'attentat de la rue de Thèbes, bah, c'est ça. C'est tout à fait le tout début. Et lorsque, comment dirais-je, c'est bien pour ça. Tu as traité de Germaine Tillon, Christian. Hein, il a fallu, quand elle a rencontré Youssef Saadi, et qu'ils ont vu, c'est à partir de là qu'est née l'idée de la trêve civile. Mais dans la chronologie des attentats, c'est bien la rue de Thèbes. Oui, et donc la rue de Thèbes, parce que je vais juste dire trois mots. D'abord, j'apprécie, je pense que justement, ce que la critique camusienne fait, c'est qu'elle, souvent, la critique camusienne française et états-unienne certaines, nie votre lecture et l'annulent et disent qu'elle n'est pas importante, que de lire ça, c'est de ne pas comprendre Camus, de ne pas le traiter en grand écrivain ou de confondre l'expérience vécue avec sa fiction. Mais je pense que les fictions, que les romans, c'est une codification des réalités sociales. Et donc, la littérature vit comme ça. Elle ne vient pas de l'éther ou des nuages. C'est très important. Ce n'est pas défendre la littérature que de la concevoir comme quelque chose d'intouchable. Et quelque chose qui, moi, me tient à cœur, c'est quand on parle du FLN et du terrorisme, vraiment, moi, ça me fait quelque chose parce qu'il faut regarder la chronologie. Qui commence? Le massacre de la rue de Thèbes, c'est la police française, avec une complicité de l'armée, qui met une bombe dans la Casbah. C'est ça la réponse après.
Je veux dire, c'est quand même fort de café. On nous explique toujours que la France, elle est victime du terrorisme. C'est un des grands. Ça fait partie de la moitié de l'argumentaire de Onfray. C'est quand même scandaleux ce révisionnisme historique. C'est une chose de parler de Camus, de dire qu'il est comme ci, comme ça, mais quand on falsifie le fait que le terrorisme, le massacre de civils commence à la rue de Thèbes, c'est oui, bien sûr, mais on peut dire même, monsieur, à ce moment-là, on peut surenchérir. Je suis d'accord. On pourrait dire 1830. Disons 1830. Alors là, à ce moment-là, hein, parce que c'est ça finalement. Deux dernières interventions. Bon, bien. Merci. Alors, j'ai lu votre livre attentivement et je vais me permettre d'exprimer un point de vue algérien un peu décalé. Bien. Alors, il me semble que dans votre livre, il y a une espèce de textualisme qu'on retrouve dans le livre d'Edouard Saïd, Culture et impérialisme, qui accorde une importance démesurée au texte. C'est-à-dire que Saïd dit par exemple que Camus a joué un rôle important dans l'impérialisme français. Vous le dites aussi. J'ai beaucoup de doutes sur ça. J'ai beaucoup de doutes sur le fait que les élites coloniales prenaient en considération Camus et ce qu'il écrivait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point problématique, si on catégorise Camus comme écrivain colonial, qu'est-ce qui devient de la littérature coloniale française qui a été produite en Algérie? Qu'est-ce qui devient de cette littérature? Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il faut se poser réellement la question, qu'est-ce que ça veut dire en Algérie, cette question, ou bien cette problématique? Camus n'a pas soutenu l'indépendance de l'Algérie. Parce qu'en Algérie, tout le monde le sait, l'université est sous contrôle étatique, la censure est à son comble, et donc, à l'université, on ne peut qu'exprimer le fait que Camus n'a pas soutenu l'indépendance de l'Algérie. Donc, cette question permet de déterminer, comme ça a été fait pour Mamri, pour Feraoun, ceux qui sont, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas fait l'éloge aveugle ou bien aveuglé du FLN sont contre nous. Et cette espèce d'édicter le catalogue des écrivains autorisés et pas autorisés. Et dernier point sur l'indépendance, je me permets juste de lire un petit passage d'une lettre. Alors, c'est Albert Camus qui écrit en 59 à Nicolas qui est remonté. Donc, il commente la déclaration de De Gaulle du 19. Donc voilà. Donc, il écrit cette lettre le 19 novembre 59. Il dit donc il approuve le droit à l'autodétermination pour les habitants de l'Algérie. Alors, il dit j'ai mon espoir pour l'Algérie. J'approuve entièrement la déclaration de Gaulle et suis sûr qu'elle a ouvert et indiqué la bonne voie. Ce qu'on peut faire de mieux maintenant est de l'aider à rentrer dans les faits, etc., etc. Alors, ce que je veux dire tout simplement, et je conclus là, il est évident qu'il y a un impensé colonial dans l'œuvre d'Albert Camus. Il est évident qu'il est tenu des propos choquants sur la nation algérienne, sur le nationalisme algérien, évidemment. Mais le réduire à la politique, je trouve que c'est un peu, voilà, c'est un peu démesuré. Voilà. Donc pour moi, c'est pas le réduire, c'est contextualiser. Voilà, c'est tout, c'est toute la différence. Mais toute littérature, quelle qu'elle soit, elle se lit pas, on ne lit pas uniquement des mots détachés d'une réalité. C'est toujours contextualisé. C'est pas par hasard quand on lit La colline oubliée de Mouloud Mamri pour que vous l'avez cité, c'est à un moment donné. Lorsqu'on lit le Mouloud Mamri de comment dirais-je j'ai oublié le titre. L'autre, oui, bon, j'ai oublié. C'est aussi un autre contexte, n'est-ce pas? Où voilà, on ne peut pas ne pas contextualiser tout ce qu'on lit, c'est par rapport à un contexte donné. Bon, c'est ça. Et bien, Camus, c'est l'Algérie sous le joug colonial.
n'est-ce pas? Alors précisément, moi, une des questions que je vous posais, qu'est-ce que cet humanisme, n'est-ce pas, lorsque de Camus ou même de sa philosophie de l'absurde qui prône la liberté de l'individu, qu'est-ce que c'est que tout ça au milieu de données factuelles, qu'est-ce que c'est que tout ça, qu'est-ce que ça représente lorsqu'on est en face de gens qui meurent, de gens qui sont torturés, de gens, c'est ça. Ouais, je voulais aussi ajouter, parce que dans mon livre, si vous dites vous avez lu mon livre, et je voulais juste vous dire que dans le livre, je cite des intellectuels algériens qui donnent, qui expliquent que le contexte, c'est qu'il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, qui l'ont lu, il y a des officiels, des gens qui sont proches du gouvernement, Yasmina Kadra, défenseur de Camus, est un représentant officiel d'une institution algérienne. Il y a toutes sortes de points de vue, et je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus divers. Alors après, pour les questions à quelle est l'importance des textes dans le projet impérialiste, ça c'est une vraie question auquel je pense qu'on n'a pas le temps de répondre, mais je suis prêt à en discuter avec vous after hours. Okay. On va prendre juste une dernière intervention et on va faire brièvement, juste pour vous dire sur Camus qui n'était pas pour l'indépendance. Il n'y a pas que les Algériens qui le disent, hein, en France aussi, voilà. Donc, oui, bonsoir. Pourquoi vous avez choisi la maison d'édition? Vous pouvez rapprocher le micro aussi. Oui, excusez-moi. Une maison d'édition quasi, avec tout le respect que je dois à cette maison d'édition. La Fabrique n'est pas une grande maison, sachant que tant que journaliste, j'ai la réponse, mais je vous laisse répondre. Alors, pour moi, La Fabrique est une grande maison d'édition, une maison d'édition courageuse, qui est, alors une expression anglaise, on the cutting edge, c'est-à-dire que c'est la maison d'édition qui remet en cause le statu quo. On vit dans une situation historique très particulière en France. Il y a des écrits sur la police, sur le racisme d'État. C'est une édition courageuse auquel moi je suis fier. C'est un des rêves pour moi d'avoir été publié par La Fabrique. C'est un honneur pour moi. Alors, une dernière, mais vraiment dernière intervention, s'il vous plaît, et vraiment très brièvement. Oui, très brièvement. En écoutant le débat, est-ce que je m'interroge sur le titre de votre livre? Est-ce que le titre de votre livre ne correspond pas à l'équilibre que vous avez dans le débat? Alors, le titre, c'est aussi c'est Umberto Eco qui parle des titres et il dit les titres doivent compliquer les choses et ne doivent pas simplifier les choses et doivent emberlificoter le lecteur. C'était mon sujet de bac il y a bien longtemps. Et puis d'un autre côté, c'est aussi une référence à Oublier Foucault de Baudrillard, pas le texte lui-même, mais il y a une citation où il parle d'un monde où on pense qu'on a toutes les réponses et on ne peut critiquer personne, etc. Et donc, je vous laisse découvrir cette citation. De l'autre côté, c'est aussi une provocation, c'est clair. Mais c'est aussi oublier Camus tel que nous l'a présenté. Et puis c'est aussi cette colère que je sais que moi j'ai ressentie à certains moments, que d'autres sentent. Et peut-être que c'est aussi l'idée une invitation à oublier ça et à peut-être découvrir d'autres auteurs, d'autres pays, des auteurs algériens. Peut-être que c'est aussi ça. Et donc c'est tout à la fois. Effectivement, c'est pas un titre simplificateur. Umberto Eco, il m'a marqué de ce point de vue-là. Et c'est censé aussi détonner. J'avais d'autres titres et mon éditrice à La Fabrique m'a dit non, c'est trop. J'aurais pu dire Libérer Camus aussi, si l'on veut. Libérer Camus de ces critiques qui en font un sorte de gagne-pain perpétuel et ça pourrait être ça aussi. Donc voilà, merci pour cette question. Merci Olivier Glog. Merci à Afifa Bereri, merci au Carême, merci à vous toutes et tous d'avoir été là. En tout cas, le sujet, vous pouvez continuer la discussion
après ce débat. Bonne soirée. Et puis, juste, petite pub personnelle quand même, vous trouverez à l'entrée les petits flyers, parce qu'il y a Orient 21 qui est un site très bien. Voilà. Voilà, il y aura, oui, pardon, il y aura le livre, donc une signature d'Olivier du livre pour ceux qui veulent prendre des exemplaires. Et puis, vous trouvez les petits flyers pour les 10 ans d'Orient 21 le 30 septembre.